Voilà, bonjour, bienvenue dans cette exposition. Je suis Maria Hugo, je suis responsable de la bibliothèque et Floriane Morin, qui est commissaire de cette exposition, nous a gentiment proposé d'organiser un certain nombre d'événements ici. Voilà, c'est mieux, pareil. Ouais, bon, voilà. Donc on est très très contente pour ce premier événement avec la moitié du collectif Piment. Donc Célia Potiron et Roda Chokokam, je me suis entraînée, mais bon, qui ont donc, je vais juste le montrer, publié ce petit bijou qui s'appelle Le Dérangeur, petit lexique en voie de décolonisation, qui est un livre facile d'accès, mais très, très intéressant, plein de pistes et extrêmement sourcé, ce qui, pour une bibliothécaire comme moi, fait plaisir. Et c'est pour ça qu'on est vraiment fiers de pouvoir les accueillir ici et nous expliquer un petit peu leur démarche. Donc, je ne vais pas parler plus longtemps que ça. Et je les remercie d'être là. Et voilà, je vous laisse vous exprimer. Nous sommes ravis, enfin je parle aussi au nom de Roda, nous sommes absolument ravis d'être en Suisse et d'être dans ce musée, qu'on nous accorde ce temps pour présenter cet ouvrage dont on est très fiers. Le Dérangeur, petit lexique en voie de décolonisation. Donc nous sommes le collectif Piment et on va démarrer tout de suite. Alors je suis Célia Potiron et Roda Chokokam, on l'a déjà dit. Oui. On va démarrer tout de suite par la genèse du collectif Piment, mais on va commencer par la voix, parce qu'on a démarré par la voix. Il y a une deuxième chose qui marque profondément aussi le rapport à la terre et à l'enracinement dans notre territoire, c'est où est-ce qu'on est enterré? Où est-ce qu'on s'enterre? Et ça, c'est une question très importante pour les immigrés. En tout cas, moi, je parle pour les immigrés africains, c'est que souvent, et il y a eu, moi, j'ai lu un ouvrage qui dit qu'il y a 48% des immigrés d'Afrique sahélienne, et en fait, si tu rajoutes Afrique sahélienne et Afrique centrale, c'est beaucoup plus que la majorité, donc c'est presque 60% qui se font enterrer dans leur pays d'origine. Et ça, c'est un peu glauque peut-être de demander ça, mais si on se demande autour de la table où est-ce qu'on voudrait être enterré. Je crois que tu connais la réponse, hein, moi. Tu vois, non mais c'est con, mais excusez-moi, moi j'ai enterré mon père par exemple, et mon père il m'a posé la question, et c'est hyper, et c'est deux choses pour moi très symboliques de l'enracinement et de son rapport avec le territoire. Comment tu construis, voilà. Voilà, donc on voulait démarrer par cet extrait de l'émission de Radio Piment, parce qu'en fait le collectif Piment naît au départ par un support, par de l'audio, par la voix, et c'est donc l'émission Piment. On vient d'entendre Bintou Silla, membre du collectif. C'était dans la saison, en fait c'était en tout cas une émission qui traitait de la question des territoires et notre relation avec le territoire, et la question là, en l'occurrence Bintou qui parlait de où on avait, comme vous l'avez bien entendu, voulu se faire enterrer. On a voulu vous partager cet extrait parce qu'il est vraiment représentatif du ton de cette émission, donc qui naît en 2017, dont on a démarré avec la radio RIMS, et plus tard on a poursuivi l'émission jusqu'en 2020 sur Radio Nova. Donc cette émission a été pensée comme une réunion en fait, de famille autour de la table où on déguste des savoureux plats avec l'énergie qu'on met dans nos communautés afro-diasporiques, on en parlera tout à l'heure, d'intensité, de passion, mais aussi le ton piquant. Donc c'est pour ça d'ailleurs que le collectif, c'est le collectif Piment, mais c'est aussi le nom finalement de cette émission de radio. Et c'était très important qu'on ait ce nom Piment, qui est le condiment, hein, un condiment qui est commun à toutes nos cultures culinaires dans ce collectif, parce qu'il était synonyme du ton qui va nous suivre hein, dans tous nos travaux et peut-être aussi dans ce talk. Et en fait, c'est vraiment le ton irrévérencieux, piquant, tranchant aussi, qu'on a toujours voulu avoir en fait dans nos prises de parole. Donc, Piment, c'est donc une émission de radio dans laquelle on traitait en moyenne à peu près 3 à 5 sujets de société, de géopolitique, de culture, mais aussi de musique. La musique, c'était vraiment, on va dire, un axe structurant de chacune de nos émissions, mais on avait envie à la fois, et on le verra aussi dans l'ensemble de notre travail, de parler de sujets légers, mais aussi de sujets de société très sérieux, dans des tons qui sont des tons multiples, et on en parlera tout à l'heure. Donc, au travers de ces échanges passionnés, parce qu'on était des passionnés de culture, il faut le dire, on était 4. Donc, on représentait finalement les contours de l'Atlantique. Moi, je viens de la Martinique, et c'était important pour nous d'avoir une approche, on va dire,
de différents lieux de l'Atlantique, donc à la fois les Amériques et la Caraïbe, avec moi qui suis martiniquaise, et puis donc les autres membres qui viennent du Cameroun, du Bénin, et du Sénégal et du Mali. Tout ça avec des voix qui sont ensemble à Paris. Parce qu'en fait, on habite tous Paris, on partage la condition d'être noir à Paris, donc on avait ce point commun, donc qui faisait de nous des Noirs de France. Ça a été le spectre de beaucoup de notre approche en fait dans ce travail, mais c'est aussi le fait d'être de part et d'autre en fait de l'Atlantique, c'est apporter en fait la diversité des tons, et la diversité des sujets et des approches. Parce que voilà, il y a plein de sujets qui ne vont pas du tout être traités de la même manière et qui sont parfois communs, on verra tout à l'heure, qui sont parfois communs mais qui ne sont pas du tout traités à l'aune qu'on soit de l'Afrique centrale ou qu'on soit de la Caraïbe, des Petites Antilles. Et au-delà même des origines de tous les membres, il y avait aussi une expérience en fait, une expérience noire différente, où Célia par exemple a grandi en Martinique. Moi j'ai grandi au Cameroun. Bintou et Cristiano ont grandi en France, donc ce sont aussi des expériences qui sont complètement différentes et perceptions de la France qui sont diverses. Et c'était important à la fois d'avoir donc déjà cette provenance un peu différente pour reconstituer le triangle de l'Atlantique, parce que le triangle, donc il y a la Caraïbe, il y a l'Afrique, mais on se retrouve à Paris, donc on fait ce triangle-là, et en même temps avoir aussi des expériences de classe, de la sexualité, de genre qui sont complètement différentes aussi. Ouais. Donc tous ces axes-là venaient nourrir en fait notre propos. Donc une émission de radio, beaucoup de sujets, je ne sais pas, Rhoda, plus d'une centaine de sujets au moins. Non, un peu moins quand même. 3 sels et poivres et 2 sujets. Non, moi je pense que c'était un peu moins. Après, c'est vrai qu'on avait une structure, si tu peux un peu... pour la structure, en fait, ce qui était intéressant avec Piment, c'est qu'on avait donc cette émission qui était un peu une sorte d'émission ovni, 2 heures d'émission, 2 sujets par émission, une chronique, un sel et poivre qui était une sorte de moment où on passait des coups de gueule sur la politique, ou alors la musique, la culture, etc. Et en même temps aussi un DJ qu'on invitait, donc il y avait de la musique qui avait une place assez importante dans l'émission. Et donc, quand on a une émission de ce type, la question se pose quand on doit passer de voilà, donc de justement à l'écrit. Alors justement, le livre, c'était pour nous, vous l'avez vu, c'était pour nous une façon de passer donc de l'oral vers un format qui est beaucoup plus classique, qui est le livre, hein. Toujours en gardant le même ton, mais c'est aussi pour nous de créer un objet qu'on puisse offrir, quelque chose de très palpable, qui allait aussi nous permettre de fixer nos travaux. Et aussi de créer un objet qu'on puisse donner, offrir, raturer, qu'on puisse aborder à la fin plutôt qu'au début. Voilà, c'était vraiment pour nous un challenge, hein, de pouvoir passer de l'écrit, de l'oral, pardon, vers l'écrit, tout en gardant la multiplicité des sujets qu'on a mis à la fois dans l'émission et dans le livre. Et puis en tant que personnes minorisées en France, il y a aussi toute la question du digital. Donc on est une émission, on a commencé sur Rinse FM, qui était une web radio, principalement donc sur Internet, et les émissions étaient disponibles en podcast sur SoundCloud. Donc la question de ownership, de la propriété de ce qu'on produit se pose, surtout quand on est sur Internet. On était dépendant de SoundCloud, par exemple. SoundCloud, c'est une entreprise de la Silicon Valley. Demain, ils débranchent les serveurs, on perd ce qu'on a posté sur Internet. Donc à un moment donné, on se demande comment on fait pour passer justement de cette société où on dit qu'il faut tout numériser à quelque chose de plus durable. Donc on revient au format traditionnel du papier, du livre. Et donc, au-delà donc le choix de faire un livre, on se pose aussi la question de comment on fait pour synthétiser tout ce qui a pu être dit pendant presque 4 ans dans une émission de 2 heures, où on faisait un peu n'importe quoi. Vous avez écouté l'extrait, Bintou parle, mais il y a des voix derrière. Il y a des voix derrière, on se coupe un peu, c'est très bruyant, parfois on rigole, vraiment à gorge déployée. C'était vraiment cette sorte d'ambiance qu'il fallait en même temps pouvoir garder dans le livre. Donc, être loin en tout cas de cette idée d'espace savant, parce que certes on source beaucoup ce qu'on dit, on cite des textes universitaires, mais en même temps
on a besoin qu'il soit vulgarisé et qu'il soit accessible pour le plus grand nombre. Ouais. Et donc il y avait aussi dans la forme du lexique une opportunité, parce que le lexique c'est très simple, il y a des entrées, on peut parler de plusieurs sujets comme ce qu'on faisait dans l'émission, et ensuite aussi on peut se permettre de le déconstruire, parce que l'idée de contre-lexique, c'est on prend ce lexique, un lexique qui est censé définir des mots, et on dit, voilà, nous, on n'a pas de définition en tant que telle. Nous, on a des réflexions, on a des questions, parfois on n'a rien à dire, et on le montre dans le livre que des fois, on n'a rien à dire. Et donc, c'était cette possibilité-là. Et une discussion qu'on avait souvent en faisant l'émission, c'était quand on parle de tous ces sujets qui, parfois, peuvent être très, on va dire, très denses. Ouais. Est-ce que ma mère peut écouter l'émission et comprendre de quoi il est question? Donc, quand on a écrit le lexique, c'était aussi cette question d'accessibilité. Comment on fait pour parler au plus grand nombre, aussi bien la personne qui est très informée sur toutes ces problématiques, mais aussi la personne qui doit avoir une introduction à ces problématiques. Oui, et en fait, c'était aussi pour... on verra aussi dans le livre, c'est très inégal. Et je veux dire, il y a des textes qui sont très longs, 4 pages, il y a des choses qui sont très courtes. Très schématisé, et on verra. C'était très inégal, il fallait aussi qu'on puisse passer du ton de l'émission, on a entendu, du rire, avec un ton très sérieux, parler de politique de façon très précise, sourcée, comme l'a dit Rhoda, mais aussi parfois de la poésie, et puis un peu d'amour. Donc je pense qu'il fallait que ce soit très représentatif. Ok, nous sommes des Noirs et notre condition explique plein de choses, mais aussi on a aussi d'autres choses qui nous intéressent. Rhoda est une passionnée de R&B, et évidemment que dans ce livre on parle de R&B. Moi j'adore le zouk, dans le livre on parle de zouk parce qu'on est passionné, mais aussi parce que ce sont des éléments de la culture qui sont absolument importants pour nous, et c'était primordial qu'on arrive à trouver la forme qui nous permette d'aborder tout ça en même temps. Et puis, un peu pour terminer cette section, il y avait aussi dans l'idée de choisir un lexique, la question de la définition. On va le voir un peu dans quelques secondes. L'introduction du livre, on commence avec cette définition, qui est une définition du racisme qui vient de Larousse. Du Larousse, pardon. Et donc il y a 2 définitions. Donc idéologie fondée sur la croyance qu'il existe une hiérarchie entre les groupes humains, les races, un comportement inspiré par cette idéologie. Et ensuite la 2e définition, c'est attitude d'hostilité systématique à l'égard d'une catégorie déterminée de personnes, racisme anti-jeune. Donc on lit ces définitions et donc on rigole fort parce qu'on se dit ok, qui les a écrites et de quoi est-il question? Donc les définitions ne nous conviennent pas, bien évidemment. Et quand on choisit de faire le lexique, c'est aussi de dire les personnes qui sont en général, qui ont ce rôle de définir les personnes qui font des lexiques ne sont pas nécessairement des personnes qui viennent des milieux de militantisme ou d'activisme où ces questions ont été traitées et de façon beaucoup plus variée que ces définitions arrêtées. Donc nous, reprendre le pouvoir de définition, et ça c'est une phrase qu'on dit dans le livre, c'est proposer notre vision du monde. Parce que définir, c'est proposer une vision du monde. Et donc du coup, quand on se retrouve à choisir de redéfinir le racisme, on cite par exemple un penseur qui est Kwame Touré, qui lui a 2 définitions, il y a deux versions du racisme, qui est le racisme institutionnel et le racisme interpersonnel. Donc là, on sort de cette idée où on dit que le racisme, on pourrait y avoir du racisme anti-jeune. Donc si on va plus loin, ça veut dire que demain je sors, je n'aime pas le capitalisme, je suis raciste ou anticapitaliste, ça n'a aucun sens. Donc on se sert en fait de quelqu'un qui est un activiste des droits civiques, qui a travaillé sur la question, qui a écrit sur la question et qui n'est jamais cité, en tout cas spécifiquement en France, parce que bon, ça reste quand même un Américain. Il est peut-être un peu trop radical, on va dire, pour la France. Mais en tout cas, voilà, c'était revenir à ce pouvoir de définition, et on cite souvent Audre Lorde aussi dans le livre, qui a cette citation, je pense que tu peux... Oui, je vais la lire. Alors effectivement, c'est une citation d'Audre Lorde qui dit « Il va de soi que si nous ne définissons pas nous-mêmes, pour nous-mêmes, d'autres s'en chargeront dans leur intérêt et à nos dépens. » Donc c'est toute la question du pouvoir en fait de se définir et du pouvoir de dire en fait. Alors la question des inspirations, elle est importante parce qu'elle a toujours été centrale dans notre travail. On considère, pour écrire ce livre et pour faire nos émissions, il a toujours été question de documenter,
de s'inspirer et de citer. Et pour faire ça, on a dû se plonger dans les travaux qui existaient, de penseurs, de militants, de féministes. Enfin, Rhoda, au bout de 5 minutes, on a cité plein. Et voilà, Audre Lorde, Kwame Touré, Aimé Césaire, enfin, on pourrait enfin, dans notre livre, je pense que c'est assez clair de où on va chercher. Et c'était extrêmement important qu'on puisse en fait être, parce qu'on est héritier en fait de cette pensée, qu'on aille chercher en fait dans cette pensée ce qui va nous permettre à la fois de nous inspirer, de citer, puis aussi pour nous de poursuivre la discussion à l'aune de nos vies actuelles, puisqu'évidemment il y a des choses qui changent. Et puis aussi, la question de l'inspiration, c'est aussi l'autorisation qu'on se donne parce que d'autres l'ont fait avant nous. Et je pense, c'est une anecdote, Rhoda, je me permets de la donner. Moi, dans le livre, il y a une entrée béquée qu'on a écrite et j'avais très peur de l'écrire. Et parce que je ne me sentais pas à l'aise de le faire, parce que j'avais en fait une crainte qui n'était pas très palpable. Et donc, de voir Aimé Césaire, de voir des Kwame Touré qui ont osé avoir ce ton et eu cette irrévérence et qui ont pu proposer de la théorie de la pensée, et nous aussi qu'on veut créer de la pensée, c'était pour nous une façon vraiment de nous sentir héritiers à la fois de la pensée, mais aussi du pouvoir que ces gens-là ont pris à un moment et on s'en est emparé. Il y a un concept théorique qui s'appelle la surveillance noire qui nous a beaucoup inspiré. Donc là, ce sera principalement des concepts qui sont soit théoriques ou alors pas du tout théoriques. Ouais. Et donc la surveillance noire qui est théorisée par cette chercheuse canadienne Simone Brown qui écrit donc le livre Dark Matters. Elle part des théories de la surveillance, déjà donc de la surveillance et de la réponse à la surveillance, donc qui est la surveillance, et la surveillance c'est la surveillance des personnes qui sont surveillées. Et elle va encore plus loin et elle dit par exemple quand on est une personne minorisée, dans l'espace public, on est plus surveillé qu'une personne blanche, par exemple. Je donne un exemple tout simple. En France, quand on a un homme noir ou un homme maghrébin, on a 10 à 12 fois plus de chances d'être contrôlé par la police qu'une personne blanche. Donc ça montre bien qu'à un moment donné, dans l'espace public, il y a une hypervisibilité qui peut susciter aussi une sorte de violence, une violence en tout cas de la police. Et elle explique par exemple que la surveillance noire existe dans ce type d'action quand la personne est contrôlée et à côté, peut-être moi, je passe avec mon téléphone et je décide de filmer la scène. Donc à ce moment-là, c'est moi qui exerce aussi une surveillance sur la surveillance qui est exercée sur une personne qui me ressemble. Et donc ce concept-là, il nous intéresse parce que dans le livre, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois, on surveille aussi. On a l'impression qu'il y a des personnes qui nous surveillent, on les regarde, on dit, on vous voit, et on vous définit aussi à partir de notre propre vision. Le deuxième concept, c'était un concept de Bell Hooks, donc, qui est féministe noire américaine, critique, féministe radicale, qui a beaucoup écrit sur donc le féminisme déjà, et puis sur l'amour, sur les masculinités, mais elle a aussi beaucoup de textes critiques sur la pop culture, sur l'art, sur plein de sujets assez différents. Et dans son livre Black Looks, il y a donc ce texte qui s'appelle Le regard oppositionnel, c'est The Oppositional Gaze. Et dans le regard oppositionnel, elle fait référence à ce qui se passe quand, par exemple, une spectatrice noire va au cinéma. Donc en tant que spectatrice noire, on se retrouve au cinéma et on a des images qu'on nous montre qui ne sont pas des images de nous. Ce sont des images, c'est nous, mais sans être nous. Et donc ce regard qu'on arrive à exercer quand on est au cinéma et à critiquer donc, les images qu'on nous montre, c'est un regard oppositionnel. Donc le regard oppositionnel, on s'en sert aussi dans le livre pour à chaque fois critiquer ce qu'on nous montre, montrer qu'on est vigilant. Et en même temps qu'on s'inspire aussi plus largement de penseurs qui étaient là avant nous. Donc pour revenir à ce que tu disais sur le pouvoir de la citation. Oui. Et justement, dans la continuité de ce regard et de ce que je disais par rapport aux inspirations, Assata Shakur, Kwame Touré, que Rhoda a cité au début, Frantz Fanon, Aimé Césaire, sont, parmi tant d'autres bien sûr, sont des penseurs qui ont créé de la pensée, qui ont aussi... à la fois, Assata Shakur, c'est aussi une militante, et qui se sont réunis à des moments qui, pour nous, étaient des moments qui nous inspiraient. Je pense notamment au congrès, et c'est la photo qu'on voit juste ici, qui a été prise en 1956 à la Sorbonne, le congrès international des artistes et écrivains noirs, où, en fait, toutes ces personnes-là vont se rencontrer pendant plus de 3 jours. Il y aura d'ailleurs un deuxième congrès à Rome 3 ans plus tard. Et en fait, pendant plus de 3 jours, vont
créer de la pensée, critiquer, s'inspirer et parfois aussi se fâcher, parce que ça aussi, ça fait partie de la contradiction et donc des sujets qu'on abordait, parce que justement, ça fait partie de notre travail. Je pense à Aimé Césaire, dis-moi. Oui, juste pour ajouter quelque chose aussi, Assata Kwame Touré, François Fanon et Aimé Césaire, ils nous inspirent aussi surtout pour le ton. Le ton. Parce que ce sont des personnes qui justement. sont irrévérencieuses, qui peuvent être, qui s'autorisent à être insolentes. Et quand on appelle notre livre Le Dérangeur, je veux dire, on le dit dès le départ qu'on n'est pas là pour rigoler. On assume complètement d'avoir un ton qui n'est pas nécessairement le ton qu'on attend des personnes minorisées. Absolument. Par exemple, en France, on s'attend à ce que quand on est reconnaissant, il faut plutôt être, voilà, il faut courber les chines, il faut dire, voilà, si on subit le racisme, il faut dire, s'il vous plaît, ne me continuez pas. Avoir un ton plus haut que l'autre. Voilà, il faut baisser la tête. Voilà. Et donc, nous, quand on s'inspire de ces penseurs, c'est aussi de dire, non, en fait, on a le droit d'être en colère et on va l'assumer complètement et on va le dire dès le départ. Et c'est ce que fait Aimé Césaire, justement, pour parler du ton. L'exemple que j'allais prendre, c'est celui du discours sur le colonialisme, où sur la première page, il, de façon censée excuser, de façon très directe, il traite et il explique après pourquoi bien sûr, il traite les sociétés européennes de sociétés décadentes. Et ça, pour nous, en termes de ton, enfin de lire ça, c'est de se dire ok, donc si Aimé Césaire peut écrire ça, comment nous, on s'approprie aussi la possibilité de pouvoir avoir un ton qui dit exactement ce qu'on veut dire, alors que finalement, on n'est pas censé, en tout cas dans la façon dont on a été socialisé, on n'est pas censé pouvoir dire ces choses-là, comme on l'a précisé. Donc évidemment, des espaces très savants, qui sont, on a parlé du congrès des artistes noirs, mais également un autre espace, que je pense le salon littéraire de Jeanne et Paulette Nardal dans les années 30, qui a lieu à Clamart. C'est un salon qui réunissait, on va dire, l'intelligentsia, tous les penseurs de la fin des années 20 aux années 30 qui étaient martiniquais, donc je peux parler d'Aimé Césaire, de René Maran, mais qui était guyanais, Léon Gontran-Damas, sénégalais, Léopold Sédar Senghor, Suzanne Roussy-Césaire, aussi des Noirs américains, je pense à Langston Hughes, il y en a plein, Claude McKay. Et en fait, toutes ces personnes-là se réunissaient pour parler de leurs conditions, qui ont aussi créé la pensée, qui ont créé des outils. J'en pense à la Revue des Mondes Noirs. Et donc, nous, la pensée telle qu'elle a été créée et ces espaces de rencontre, en fait, étaient clairement pour nous des inspirations et des lieux qui nous ont inspirés dans notre travail. Et au-delà de ça, on s'est aussi inspiré d'espaces qui sont aussi des espaces différents, mais plutôt festifs, de joie, où des communautés, comme on l'a dit, noirs, mais des mêmes espaces, africains, mais aussi caribéens, se réunissaient. Donc les soirées afro-caribéennes parisiennes, par exemple, il y en a eu aussi d'autres ailleurs, ont été extrêmement importantes pour nous, en tant qu'inspiration aussi, de compréhension de notre travail. La rencontre, et dans le livre on en parle, la rencontre de ces communautés se faisait au travers de la pensée, mais aussi au travers de lieux de joie, de partage et aussi de création culturelle, puisque par exemple, il n'y a pas, sans les communautés à la fois africaines et caribéennes, Kassav n'aurait pas pu faire 5 zéniths en 89. Il y a eu des soirées absolument mythiques qui ont permis la diffusion de genres musicaux comme le zouk, je pense à la Main Bleue, à Montreuil, entre autres. Donc voilà, ces espaces sont aussi pour nous des endroits qui vont nous permettre en fait d'écrire et de nous projeter dans notre travail. Et je pense que, juste pour ajouter une petite chose, ce qui est intéressant aussi avec la question des espaces musicaux, de célébration, c'est que dans les années 60-70, il y avait aussi des espaces qui étaient utilisés, enfin des festivals qui étaient utilisés, des festivals de musique, pour récolter de l'argent et derrière pouvoir financer les loyers de certains ouvriers. Donc ces espaces aussi peuvent derrière permettre de réintroduire l'argent qui est produit pour derrière financer d'autres espaces. Absolument. Alors, la structure est extrêmement importante. Ce qu'on s'est dit, c'est que finalement, une constellation de pensées, de choses, de personnes, de citations, et du coup, comment, à partir de ça, on peut structurer cet ouvrage, le Dérangeur. À la fois, comment on va l'organiser, tout en gardant une forme de cohérence politique. C'était extrêmement important de pouvoir synthétiser toutes ces pensées qui sont diverses, hein. On a parlé de pensées politiques, géopolitiques, de musique, de culture et de choses beaucoup plus légères du quotidien. Mais comment, en fait, tout en gardant une cohérence politique, parce que ça, c'est aussi
absolument fondamentale dans notre travail. Comment la structure, comment on a organisé ce livre, ses entrées, à la fois dans leur forme, on le verra tout à l'heure, et comment cette structure-là va nous aider dans le propos de ce qu'on va pouvoir présenter dans le dérangeur. Donc, une des premières questions qu'on s'est posées, c'était comment aborder un sujet sans s'épancher. Donc dans le dérangeur, par exemple, il y a des choix graphiques parfois qu'on fait, mais c'est des choix graphiques qui sont faits parce que d'abord on a eu une discussion. Quand on choisit les entrées pour le dérangeur, où il y a une 40aine d'entrées, on se dit par exemple parfois, est-ce qu'il y a des sujets qu'il faudrait qu'on aborde en France, pour les personnes qui connaissent ou qui ne connaissent pas la France, je vais considérer que personne ne connaît la France, il y a des choses en fait qu'on répète depuis 15 ans, 16 ans, 20 ans, et on a l'impression qu'elles ne sont jamais vraiment intégrées, comprises, et on se dit, est-ce qu'on a besoin d'en reparler dans le livre? Et finalement, on se dit oui. On va en parler, mais on ne va pas en parler. On va peut-être juste utiliser un procédé graphique pour dire que voilà, on va vous déranger en fait, on va vous déranger parce que ce terme, vous avez dit qu'apparemment en le supprimant de la Constitution, on supprimait le racisme. Bon, c'est à voir avec il faut peut-être faire des testings et être sûr que le racisme a disparu en France. Mais pour l'entrée race, on s'est dit voilà, on va juste écrire race plusieurs fois et à chaque fois on insère dans race donc des messages qui sont enlever race de la Constitution ne supprimera pas le racisme, interdire les statistiques ethniques ne le fera pas non plus. Et ensuite, de l'autre côté, il y a enlever race de la Constitution ne supprimera pas le racisme une nouvelle fois, et les races biologiques n'existent pas, mais les races sociales existent. Donc voilà, c'était une façon aussi de et j'aime bien cette entrée parce que Rodha l'a dit, le mot a été donc supprimé de la Constitution, et il y a toujours un peu cette crainte quand on utilise le mot race. Oh là là, est-ce que les races n'existent pas? Bon, ok. Mais moi, je trouvais que c'était assez jouissif de pouvoir lâcher ce mot. Je ne sais pas combien de fois on l'a écrit dans cette entrée, mais en fait, voilà, vous l'avez supprimé. Mais nous, on a décidé qu'on va l'écrire beaucoup de fois, plein de fois, et que du coup, il sera complètement, on va vous le jeter au visage, quoi. Et j'aimais bien cette attention aussi, en dehors de l'aspect graphique, c'était vraiment cette attention de lancer en fait ce mot que vous ne voulez pas qu'il soit dans l'espace public, mais qui pourtant structure la vie des gens. Ah ben nous, on a décidé de le prendre et de vous le jeter au visage. Et j'aimais bien cette attention. Il y a une anecdote aussi quand le livre a été fait, parce que cette entrée-là, c'est une des premières qu'on a écrite. C'est une des toutes premières. Et donc ensuite, il fallait être en collaboration avec le graphiste de la maison d'édition et expliquer que c'est ce qu'on voulait. Et vraiment, il y avait une sorte d'incompréhension où on disait, voilà, il faut vraiment écrire là, sur toute la page. Et disait, non, mais en fait, on peut peut-être juste sur toute la page. Et donc, c'est intéressant de voir que même au niveau des discussions avec la maison d'édition, parfois, il y avait aussi cette sorte d'incompréhension où on se dit, non, mais en fait, nous, on veut complètement déformer le lexique et se permettre de faire ça. Oui. Pour l'entrée anti-blanc aussi, je vais introduire, la question, comme a dit Rodha, c'est, bon, comment on va faire? Alors, on voulait pas en parler, mais il fallait en parler. Donc, la vraie question, c'était de se dire comment on va aborder ce thème, ce sujet, exactement comme nous, quand on en parle, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, enfin on rigole, parce qu'en fait pour nous ça n'existe pas. Donc il fallait qu'on puisse d'une certaine façon, et le procédé graphique est encore le cas, là il est beaucoup plus simple pour le coup, il est très petit, il a fallu expliquer aussi qu'il fallait écrire le ha-ha-ha très très petit parce qu'il faut aller chercher en fait littéralement. On voulait vraiment que la personne en ouvrant le livre puisse approcher son visage. Mais qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? Ah oui, d'accord. Et voir donc le rire au milieu de la page. Mais après ça, on ne pouvait pas le faire parce qu'il y a aussi, comme on vous l'a dit, il y a aussi une volonté de pouvoir être sérieux. Et c'est un sujet qui est beaucoup trop, qui revient, en tout cas dans un contexte français, de manière beaucoup trop récurrente pour qu'on ne puisse pas prendre le temps de donner un exemple de ce qui fait que, en fait, pour nous, c'est une blague. Mais on l'explique de manière très concrète. Peut-être tu veux le lire, Rodha? Et donc, il y a un petit bas de page. Il y a une petite note de bas de page où on dit à ceux qui râlent déjà, répétez après nous,
Le racisme est un système, pas seulement le résultat d'actions individuelles. Ce Karim, qui vous a traité de sale blanc en 6e, n'arrive pas à obtenir aujourd'hui ne serait-ce qu'un entretien d'embauche parce qu'il s'appelle Karim. Vous avez été un sale blanc dans sa bouche pendant un instant. Lui est un sale arabe, partout et tout le temps, à cause de ce qu'on projette sur son apparence ou sa religion, sans même qu'il n'ouvre la bouche. Et si vous êtes persuadé qu'un racisme anti-blanc existe, c'est le moment de redéposer ce livre sur l'étagère où vous l'avez trouvé et d'aller chercher quelques livres de sociologie et d'histoire chez votre libraire. Idéalement parmi ceux qui n'affirment pas que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Yes. Les faits à marcher, on a bien bossé. Ok. Alors, une autre question qu'on s'est posée, c'est comment se réapproprier une langue qui n'est pas la nôtre. Le français, en l'occurrence, est une langue qui nous a été imposée, puisque nous venons de pays en fait, qui ont été colonisés, qui ont subi la violence de l'esclavage, entre autres. Comment, en fait, se réapproprier une langue qui n'est pas la nôtre, qui nous a été imposée par la violence, dont on s'est fait nôtre, parce que finalement, c'est aussi la langue qu'on utilise entre nous pour parler, pour écrire, pour faire cette émission, pour écrire ce livre. Donc, il a fallu trouver on va dire des processus, des stratagèmes, donc l'abréviation, le nomatopée, aussi la distorsion de la langue fait partie en fait de notre processus de travail. Et l'ONPPRD est donc un exemple. Je vais le lire, Roda? Oui, vas-y. Je le lis. L'ONPPRD. C'est pas entier. Alors, je vais peut-être le prendre là. Je commence. commence. L'ONPPRD, l'on ne peut plus rien dire, est une espèce originaire de France métropolitaine, habitant en zone urbaine et fréquentant les milieux culturels les plus prestigieux. Une fois devenue une personnalité publique, l'ONPPRD, pour les intimes, possède un fauteuil à la télé française, un poste confortable dans les médias et un accès à tous les outils qui lui permettent de dire tout ce qu'il souhaite dire dans tous les formats possibles. Souvent âgé de plus de 50 ans, mais se multipliant rapidement pour assurer sa relève, il fait partie d'un réseau puissant d'ONPPRD chargé d'une mission, la promotion... Où ça ? Se multipliant rapidement pour assurer sa relève, il fait partie d'un réseau puissant d'ONPPRD chargé d'une mission, la promotion d'une liberté d'expression menacée par ce qu'ils appellent la tyrannie des minorités. Donc là, c'est un excellent exemple de comment on parle d'un sujet et comment on crée finalement ce mot, qui est l'abréviation de « on ne peut plus rien dire », et qu'on va décrire en fait ce phénomène qu'on a voulu critiquer dans une place où on n'est pas censé justement pouvoir le critiquer. Donc c'est encore nous qui observons celui qui est censé nous observer et qui nous dit qu'on ne devrait pas l'observer ou qu'on ne devrait pas le critiquer. Et donc ça fait partie de la façon dont on a utilisé la langue et donc créer cet ensemble de lettres pour décrire ce phénomène-là. Tu veux rajouter quelque chose? Non, pas du tout. Je pense que c'est plutôt... c'est plutôt clair. Ouais. Sur la question de la langue aussi, on a parlé de la distorsion. Roda vient du Cameroun, moi je viens de la Martinique, moi je parle créole par exemple. Je viens d'une société dont le créole est à peu près partout. Ce n'est pas qu'une langue, c'est aussi une culture, on pourra en parler plus longuement. Et aussi, dans cette rentrée, on a voulu, c'est Roda qui va parler parce que là c'est elle qui va vous dire ça, clairement. C'est comment on utilise cette langue et comment on la distorsionne, comment on la retourne, comment en fait on en fait ce qu'on veut, parce qu'elle nous a été imposée avec la violence. Page 80. Ah. Et on en fait ce qu'on veut. Et là, par exemple, c'est un exemple de comment, et je laisse Roda prendre la suite, parce qu'elle expliquera mieux que moi. Ce qu'on voulait mettre en avant avec cette entrée, c'était l'idée que le français, c'est une langue, comme tu l'as dit, qui nous a été imposée et on en a fait un peu ce qu'on voulait. Au Cameroun, il y a un argot qui est né de l'histoire des différentes langues, mais surtout, principalement, d'abord du français. Et on utilise le français un peu comme on aimerait, comme on a envie de l'utiliser, avec certaines fois des mots en anglais et parfois aussi des néologismes. Et donc je vais lire l'entrée en argot camerounais et Célia lira l'entrée en créole. Donc dans l'entrée, il y a une version en français et on a une en argot camerounais et l'autre en créole. Mon frère, ici et chez les Antillais, le français c'est la langue des Watts. Chez nous et dans tous les pays à côté, là, ils ont forcé le ouais sur nous comme si c'était la dette depuis au moins 1900, ouais.
Jusqu'à les gars sont dehors et whiteys comme si on n'a pas grandi au quad ensemble. Tu watches la télé, les gars vont jusqu'au marché pour demander à Mamie Makala comment on écrit hypnotisé. On mange ça. Et dans tout ça, tu arrives en bang, tu es sûr que tu as tué avec ton whiteisage, les gars poutent les sous-titres sur tes way. Mieux, on se respecte. On ne peut jamais me reprocher de just my way. Le français élastique, on va tirer jusqu'à ce que ça va finir. Depuis nous sortis d'Afrique, nous arrivons par Bokaïnou, colonisation forcée nous par les Français. Tout côté nous pas les Français, moins qui pas la France, français on est vini, mettez quoi en mi-temps créole là, juste entre arriver dépotcholé et puis tuer. En bout de juste compte ça qu'il a, pas les bons Français qui ni éducation. Mi des trois paroles, pan, bat tout nègre qui arrêté en France. Ce qui est intéressant aussi, juste par rapport à c'est qu'en fait, en créole, ici, on n'a pas fait une traduction littérale parce que ce n'est pas possible, en fait. On a choisi de prendre l'idée, parce que la façon dont on parle, par exemple, du whiteisage, du français, ce n'est pas du tout les termes, ce n'est pas comme ça qu'on va le porter. Et c'est intéressant pour nous de parler du sujet, mais avec une approche qui est différente. Voilà, c'est ce que je voulais montrer. J'avance. OK, et comment parler entre nous? Alors, c'était super important, puisque évidemment, on a des conversations, on partage donc cette condition, mais on partage aussi une histoire, on partage des références. Mais avant de vous en dire plus, on va écouter ça. Est-ce que vos films sont bien compris en Europe? Non mais mettons-nous bien ça dans la tête. Moi, l'Europe n'est pas mon centre. L'Europe est une périphérie de l'Afrique. Vous voyez, ils sont restés plus de 100 ans chez moi, ils n'ont pas parlé ma langue, je parle leur langue. L'avenir, pour moi, l'avenir ne dépend pas d'être compris par l'Europe. Je souhaiterais qu'ils me comprennent, mais ça ne me fait absolument rien. Si vous prenez la carte de l'Afrique, géographiquement, vous pouvez mettre l'Europe et l'Amérique, il nous resterait encore de la place. Pourquoi voulez-vous que ce tropisme, vous savez le tropisme, pourquoi voulez-vous que je sois comme le tournesol qui tourne autour du soleil? Je suis moi-même le soleil. Ah ben c'est ce qu'on a fait. On était dans notre soleil, dans notre quilombo. Parce que, imaginons qu'il y a une plantation, donc nous, on a voulu créer des conversations entre nous, parce qu'on partage des histoires, on partage des références, et il fallait qu'on puisse avoir des conversations entre nous qui représentent finalement ce quilombo, cet espace qui n'est qu'à nous, en non-mixité, on puisse pouvoir parler, mais aussi pas toujours être d'accord, hein, pouvoir aussi être très en colère les uns contre les autres, sans avoir à expliquer, à détailler, à donner des références, à devoir en fait perdre du temps d'ailleurs à expliquer à celui qui n'a pas les références en fait de la conversation entre nous. Donc c'était super important qu'on puisse avoir ce quilombo, cet entre-soi entre nous pour avoir des conversations. Et Ousmane Sembène, qui est un cinéaste sénégalais, l'explique très bien ici. Et c'est littéralement ce qu'on a voulu faire dans notre travail. Juste pour préciser, parce que tu as dit Quilombo. Quilombo, en fait, c'était des sortes d'espaces, enfin je dis d'espaces, mais au Brésil principalement, oui. C'était des villages de marrons. De marrons. Donc les marrons, c'était des esclaves qui s'échappaient de la plantation et qui allaient créer des villages toujours sur les îles, pas nécessairement au Brésil, mais par exemple en Guadeloupe, ouais. ou même... on l'a vu ici, là, dans l'exposition, il y a une référence qui est faite aux marrons du Suriname, qui ont d'ailleurs, eux, encore, qui ont pu s'organiser en communauté de marrons avec l'accord, en fait, en tout cas, avec une négociation pour qu'ils puissent vivre vraiment de manière séparée par rapport aux colons. Et en Guyane, ils appellent les Bushinengue. Et c'est littéralement, en fait, ce que tu viens de dire, ce fameux quilombo brésilien, et aussi cette communauté de Bushinengue en Guyane. C'est même pas je crois que Bushinengue, c'est même pas le bon nom, parce que c'est la mauvaise façon d'en parler. Alors, je m'excuse, si je vais réfléchir à la deuxième. En tout cas, c'est retranscrire cette situation à la question de non-mixité. Donc, dans l'émission, par exemple, dans Piment, il y avait souvent des moments où on se parlait entre nous, on ne traduisait pas ce qu'on disait parce que c'était des références culturelles qu'on partageait. Aux États-Unis, il y a ce concept qu'on appelle de explanatory comma, c'est la virgule d'explication. Donc, par exemple, quand on écrit un texte, à un moment, on dit un terme qui n'est pas compris, on va mettre une virgule, on va dire
voici ce que signifie le texte, voici ce que ça signifie, on va mettre notre virgule, on va continuer. Et nous, on s'est dit, il y a des moments, il ne faut pas qu'on mette de virgule. Dans le livre, il y a des entrées qui sont des entrées où on parle de rapports entre communautés. Par exemple, il y a cette entrée qui s'appelle Africain versus Antillais, qui parle un peu d'un débat qui est un peu historique sur les rapports entre Antillais et Africains en France, et pourquoi, en fait, historiquement, cette sorte de conflit existe, parce qu'en réalité, il est aussi organisé. Voilà. Oui, exactement. Tu veux rajouter quelque chose? Oui, simplement, je pense que cette entrée, elle est très importante parce que c'est une conversation qu'on avait eue dans une émission, et puis on l'a poussée plus loin dans le livre, et on est allé préciser des choses qui, à la fois, finalement, quand je vous disais qu'on disait qu'il y avait une diversité de tons, mais même dans cette entrée, on est très sérieux parce qu'on parle par exemple du rôle des Antillais de la préfecture, etc. Mais aussi, je sais que Bintou, dans l'émission, avait dit, mais aussi, il y a plein d'enfants qui sont nés parce que des Antillais, les Africains se sont retrouvés à danser dans des espaces. Et donc, c'était super important qu'on puisse montrer la diversité de cette relation dans cette entrée. Mais il fallait qu'on la fasse entre nous. Et Babylone, alors Babylone. Et donc les Babylone, donc parce qu'on a parlé de comment on fait pour parler de choses qui nous épuisent, ensuite comment on parle de la langue, ouais. Comment on parle entre nous, ouais. Et puis on peut parler entre nous, mais les bulles d'air qu'on se crée sont des bulles qui existent toujours dans l'Empire. Donc à un moment donné, quand on sort des bulles, on est dans l'Empire et il faut pouvoir en fait adresser l'Empire, parce que le Quilombo, certes, c'est un espace de libération, mais c'est un espace de libération qui existe toujours dans le système colonial. Ouais. Donc à un moment donné, il faut aussi avoir des entrées qui sont directement en rapport avec ce qui se passe colonial. En France, spécifiquement. Ouais. Et pas que en France, parce que la question du chlordécone est très intéressante, justement. Elle adresse de façon directe et indirecte, justement, cette question de Babylone. Donc, on sort de notre Quilombo, on arrive dans la plantation, et qu'est-ce qui se passe dans la plantation? Il se passe qu'on choisit en France d'utiliser un pesticide ultra toxique dans les années 70, pesticide qui avait été lui-même déjà interdit aux États-Unis, puisqu'on avait remarqué sa toxicité, mais qui, à coup de dérogation utilisée et demandée par les planteurs martiniquais, qui sont des béquets, donc j'en ai parlé tout à l'heure, mais je n'ai pas expliqué ce que c'est. C'est les descendants de colons qui sont encore en fait habitants de la Martinique et de la Guadeloupe, et qui sont encore propriétaires terriens, qui sont les plus grands acteurs économiques de ces régions-là, et qui ont, à coup de dérogation, demandé à l'État français, donc l'État colonial, parce qu'il accepte d'utiliser ce pesticide alors qu'il est déjà interdit dans d'autres territoires américains et que sa toxicité est avérée. Et la résultante de ça, est décrite ici par cette photo d'Annelise Verspan, qui est une plasticienne et artiste guadeloupéenne, qui est dans un champ de bananes, parce qu'en fait, ce pesticide a empoisonné les terres de la Martinique et de la Guadeloupe, mais pas que, parce qu'il y a cette utilisation qui est faite aussi de l'autre côté de l'Atlantique, en Afrique de l'Ouest. Des terres empoisonnées pour 700 ans, et on pourrait parler des problématiques d'enfants prématurés et surtout un taux de cancer de la prostate le plus élevé au monde en Martinique. Donc en fait, l'utilisation du pesticide, c'est comment, pour des questions économiques et capitalistes et racistes, on utilise des pesticides qui vont à la fois empoisonner les terres. Donc la question de l'écologie, apparemment, elle n'est pas importante de la même manière en fonction des territoires, mais on va aussi empoisonner des corps. Parce que ces corps n'ont pas d'importance et que finalement, en fait, le capital prime. Et c'est ce que Annelise Verspan décrit ici, et c'est ce que nous, on veut décrire dans l'entrée chlordécone. Une chose aussi qu'il faut rajouter, c'est que le chlordécone est un sujet qui est absolument fondamental dans les luttes en Martinique et en Guadeloupe. Il y a eu des manifestations et depuis les années 60 avec des associations écologistes, mais c'est aussi un pesticide qui s'appelle le képone et qui est encore utilisé en Afrique de l'Ouest. Et je sais que Rhoda, par exemple, quand elle est partie au Cameroun il y a quelque temps, elle a demandé à sa mère si elle connaissait donc l'utilisation de ce produit et les conséquences que ça pouvait avoir sur les corps aussi au Cameroun. En fait, au Cameroun spécifiquement à Douala, donc moi je viens de Douala, j'ai grandi à Douala, et à Douala, à 1 heure de Douala, il y a une zone d'où vient principalement toute la nourriture qu'on mange à Douala, qui s'appelle le mungo, et dans le mungo, donc il y a eu une utilisation du chlordécone, qui n'a pas encore été, on va dire, traité vraiment par les populations, et on a aussi un cancer, il y a aussi un grand taux de cancer de la prostate. Oui. Donc il y a aussi ces liens
où vous, par exemple, dans les Antilles, il y a déjà ces questions il y a, qui sont approchées. Qui sont approchées même à l'Assemblée nationale quand Oui, même. absolument. Mais au Cameroun... Absolument. Et c'est pour vous montrer que en fait, la question de Babylone est à la fois dans des territoires, mais elle est aussi multi-territoire et elle traverse en fait les territoires pour aller dans des zones où on se dit, bon, ben, finalement, il n'y a pas de lien, mais c'est encore plus présent maintenant parce que, comme Rodal a dit, au Cameroun, ça n'a pas encore été adressé judiciairement, c'est le cas chez nous, mais on se retrouve encore avec un cas, le cas du chlordécone a été poussé de manière judiciaire, il y a eu des pertes de dossiers, il y a eu des non-lieux, bon, ça n'avance pas en fait. Donc c'est vraiment de montrer comment Babylone utilise un pesticide et n'est pas prêt non plus à réparer en fait l'erreur qui a été commise, même ce qui est partiellement irréparable. Et donc du coup cette question en fait de Babylone, elle est à tous les niveaux, à la fois de l'utilisation, mais du traitement qui est fait après, quand on se rend compte en fait qu'il y a une erreur qui a été commise. Donc ça c'est un exemple aussi. Dans le livre, il y a une entrée qui s'appelle Rosa Parks, et je vais juste lire le premier paragraphe pour contextualiser. Une chaîne de fast-food, les restaurants Rosa Parks Burger à Paris et à Troyes, une agence de publicité, Rosa Parks Agency à Paris, une gare, la gare Rosa Parks, dans le 19e arrondissement de Paris. Les Français, surtout les Parisiens, entretiennent une relation particulière avec cette femme qui a osé dire non dans un bus à Montgomery, Alabama, États-Unis, en 1955, refus considéré comme l'un des éléments déclencheurs du mouvement des droits civiques. Alors, pourquoi l'espace public français est-il parsemé de références à cette femme afro-américaine, activiste et antiraciste? Est-ce une obsession phonétique, symbolique ou plus largement pour les luttes afro-américaines? Qu'est-ce que l'utilisation de ce nom dit du progressisme supposé de notre chère patrie des droits de l'homme? À propos du choix d'appeler cette nouvelle gare parisienne Rosa Parks, Annick Lepetit, à l'époque adjointe au maire de Paris, Bertrand Delanoë, chargé des transports, disait au journal du dimanche en 2015 « Nous voulions donner au moins 50% de noms féminins. On a parfois beaucoup débattu, notamment avec la RATP, qui privilégie les noms de lieux déjà existants, mais pour Rosa Parks, il y a eu un consensus. Cela s'impose pour une station de tramway, c'est un symbole fort. » Et donc en France, c'était assez intéressant pour nous de parler de Rosa Parks parce qu'au-delà même de Rosa Parks, on peut parler de Martin Luther King, on peut parler d'autres noms qui sont utilisés comme ça dans l'espace français pour dire quelque chose, en tout cas de la position de la France comme terre d'accueil des Afro-Américains, de Joséphine Baker à son époque, et puis dans les années 60 de James Baldwin, en tout cas de Noirs américains qui fuyaient leurs conditions pour venir se réfugier en France. Et donc en France, il y a cette idée de se dire, voilà, on est la patrie des droits de l'homme, on accueille les Américains, on les célèbre dans l'espace public, et on parle de cette hypocrisie, parce que c'est une hypocrisie, parce que déjà, les symboles, quand ils sont utilisés, ils sont visés de leur radicalité. Rosa Parks, qui était quand même une militante radicale, parce qu'elle est vue vraiment comme cette dame qui était assise au fond du bus, alors qu'elle avait un lien avec les mouvements panafricanistes. Elle avait aussi beaucoup travaillé sur la question des viols des femmes noires par des hommes blancs. Elle avait en tout cas un parcours militant beaucoup plus radical que cette idée de femmes noires un peu voilà, édulcorées, vieilles, qui étaient au fond du bus. Et en même temps, on en parle aussi parce que quand on parle de la France comme patrie des droits de l'homme dans les années 60, on oublie qu'en même temps, en Guadeloupe, il y avait des travailleurs qui étaient tués. On oublie qu'il y avait toujours les travaux forcés et voire le début des indépendances et encore les guerres d'indépendance en Afrique centrale et ailleurs. On oublie en tout cas tout ce passé, mais on célèbre en tout cas des figures qui sont lointaines un peu de cette façon-là. Et je pense que pour rattacher un peu à une histoire qui est plus récente, récemment, donc l'année dernière, il y a un lycée qui s'appelait Angela Davis. Donc un lycée à Saint-Denis qui s'appelait Angela Davis. Et Valérie Pécresse, qui est donc la présidente de la région d'Île-de-France, a entendu dire que Angela Davis avait critiqué le racisme français. Et donc quand elle a entendu dire, elle s'est dit non, mais en fait, non, il faut renommer le lycée, on va le renommer Rosa Parks. Ouais, donc finalement, on voit bien que... à tous les... plus là pour se défendre. Ah oui, on pourrait la faire se défendre. On a des idées. Mais ce que je veux dire, c'est que plus largement, en fait, on le voit, l'État français souhaite, dans l'histoire et dans la façon dont il se présente, qu'on se rappelle de lui comme étant libérateur, celui qui a amené le décret d'abolition en Martinique, mais sans jamais rappeler en fait qu'il était esclavagiste lui-même.
Donc en fait, c'est vraiment une espèce d'approche de toujours rappeler d'être l'État libérateur alors qu'il est à l'origine de 400 ans d'esclavage et qu'il ne va jamais en fait confronter ce passé. Roda parlait de l'approche qui est hypocrite des personnalités, des personnages et des activistes militants américains. Il y a aussi cette petite tendance qui se dessine aussi sur la figure d'Aimé Césaire, par exemple, dont on veut se rappeler qu'il est un extrêmement grand poète, etc. Mais on oublie qu'il a quitté le Parti communiste, on oublie qu'il a écrit le discours sur le colonialisme et qu'il a eu des positions qui sont fortes et qu'il n'était pas seulement un grand amoureux de la langue française, mais qu'il était aussi en fait un homme politique qui avait des idées très précises sur la situation et la façon dont les États coloniaux et l'État français a traité les populations et comment elle doit en fait le réparer, parce qu'il a fait aussi des propositions dans le discours. Donc voilà. Mais la suite alors? La suite, je ne sais pas si on veut... Je sais qu'on n'a pas énormément de temps, donc peut-être qu'on a un temps. On a du temps pour les questions, peut-être? Oui, si les gens questions. ont le temps de rester. Oui. Peut-être 10 minutes, si jamais il y a des questions. On est 13h. Ah oui. Prendre un micro. Oui. Je vous en laisse un. Je sais pas Merci. Si quelqu'un a une question. Bien, vous êtes achevé. Vous avez dit que... Attends, bonjour. Vous avez dit qu'ils ont enlevé le mot race dans la Constitution en France. Vous savez quand ça s'est passé? C'était en 2012 sous François Hollande. C'était sous François Hollande, oui. C'était durant la présidence de François Hollande. Oui. Bien. Je ne vois pas de main qui se lève, donc... Ah, si, quand même. Bonjour, déjà un grand merci pour votre intervention et pour tout ce que vous avez amené, puis pour la rédaction de ce livre que je me réjouis de lire. Je voulais savoir un peu quelle était la réception du livre, un peu dans les différents espaces où vous l'avez présenté. Alors le livre, on a eu... c'était assez intéressant quand le livre est sorti, parce que c'était en 2020, donc ça fait déjà 4 ans qu'il est sorti. Et il est sorti à un moment où on était pile dans le moment des manifestations après la mort de George Floyd. Donc il est sorti, je pense, une semaine après. Et donc on se retrouve dans un moment en France où... il y a une sorte de recherche de livres, de ressources qui parlent du sujet en question. Donc on a une réception qui est assez, on va dire, très bonne, parce qu'on est invité un peu partout pour parler de l'émission, du livre. Mais en même temps, c'est drôle parce qu'on en discutait ensemble hier. Il y avait souvent cette question qui revenait de mais vous ne trouvez pas que voilà, il y a des gens qui manifestent, donc ça change en fait. Et c'était toujours drôle d'arriver avec vraiment cet air un peu cynique où on dit mais dans le livre, on explique que des choses qu'on dit, c'est des choses qu'on dit depuis longtemps. George Floyd, il y a eu Mike Brown avant lui, il y a eu, voilà, on peut remonter jusqu'aux années 90 aux États-Unis où il y a eu des personnes en fait qui ont subi la même chose. Et on est en 2020 et c'est toujours la même chose. Donc on n'est pas sûr que dans 2 ans ou dans 4 ans, on n'aura pas les mêmes discussions. Et je pense qu'on a toujours les mêmes discussions aujourd'hui. Donc la réception a été plutôt, on va dire, bonne. Mais en même temps, on était dans une position assez particulière où parfois on avait l'impression que les personnes en face de nous, pas nous utilisaient, mais utilisaient notre livre sans forcément se poser les questions qu'on se posait réellement dans le livre. C'est bon. Merci. Merci. On peut vous demander quels sont vos projets, vos futurs projets en fait de la radio, ou parce que je sais que l'émission, voilà, c'était avant le livre, après il y a eu le dérangeur, et puis maintenant. Tu veux Non, vas-y, commence. Moi, j'écris depuis... je suis autrice et j'ai un livre qui est sorti l'année dernière. C'est un essai critique, en fait, sur la musique, sur l'histoire de la musique R&B en France, qui est aussi une histoire qui est très liée à la question aussi de la condition noire, maghrébine. Donc, ce livre-là, je suis en promo actuellement pour le livre, toujours. Donc, il y a ce... Donc, il s'appelle Sensible. Une histoire du R&B français qui a été publiée aux éditions Audimat l'année dernière. Et c'est bien. Oui, alors moi, j'écris quand on me le commande, parce que je n'arrive pas encore comme Roda à écrire. Donc j'écris un peu aussi sur la musique. Et puis en ce moment, je travaille, après c'est un travail qui est vraiment sous-jacent depuis toujours, où je collectionne en fait des... j'archive plutôt. Et je crée une collection d'œuvres
caribéenne, mais pas que, mais en tout cas, du coup, je fais beaucoup de recherches pour aller chercher des ouvrages qui ne sont plus édités et qui sont autour des sujets en fait de nos sociétés, beaucoup aussi d'essais et de romans d'autrices caribéennes, francophones mais aussi anglophones d'ailleurs. Donc je suis en train de créer cette bibliothèque, enfin elle existe déjà d'ailleurs, elle est chez moi, mais je voudrais en faire un lieu et pour inviter justement à des personnes mais aussi à des artistes de pouvoir avoir accès. Ah oui, et aussi, ah oui j'ai oublié. Et aussi, je travaille, là j'ai été sollicitée pour aménager une pièce autour de la figure de Maryse Condé, puisqu'il y a une exposition au Palais de Tokyo qui a lieu en ce moment même, qui s'appelle Titubaki pour nous protéger. En fait, c'est un écho à l'œuvre de Maryse Condé, qui est moi, Tituba sorcière, reine sorcière de Salem. Et donc du coup, on m'a proposé, donc du coup, je fais une proposition d'aménagement d'une salle autour de la figure de Maryse Condé. Et donc en fait, je vais inviter les personnes, parce que Maryse Condé est une passionnée de littérature, mais aussi de cuisine. Donc du coup, je vais inviter les personnes autour de la table de Maryse Condé pour se délecter de ses mets littéraires. Voilà. La dernière. Ah. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation et puis d'être venu jusqu'en Suisse. J'avais une question si justement à l'occasion de votre venue en Suisse, en tout cas à Genève, dans le canton de Genève, vous allez rencontrer d'autres associations genevoises, vaudoises qui travaillent sur les mêmes thèmes que vous, si vous allez avoir le temps, parce qu'il y a un ouvrage qui a été publié sur la racialisation en Suisse par des universitaires que je vous conseille. Voilà. On n'a pas prévu. Non. Non, on n'a pas du tout. On n'a pas prévu d'être en conversation avec, mais peut-être une prochaine fois, oui. Voilà. Merci. Merci. Bon, je crois qu'on va s'arrêter quand même. Je voudrais juste vous signaler. Ça va ? Voilà. Je voudrais juste signaler 2 événements de la bibliothèque, évidemment. La semaine prochaine, on reçoit Anaï Gallardo qui a travaillé sur une population au Chili avec les questions d'extraction et aussi de questions autochtones. C'est vraiment passionnant. C'est à la bibliothèque, donc c'est sur inscription, mais voilà, il y a de la place. Et puis, dans un mois, on va traiter de la question des espaces avec un des auteurs du rapport sur Genève et un auteur sur un livre sur Bruxelles. Donc, on fera un petit dialogue autour des questions de nom de rue, d'hommage, de qui est-ce qu'on vénère dans nos rues et dans nos espaces publics. Voilà. Merci beaucoup, vraiment, c'était passionnant.